Cette émission vous est présentée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en décembre 2012 et c'est l'épisode numéro 140. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en décembre 2012, si je ne m'abuse, et c'est l'épisode numéro 140. Si je ne m'abuse, quoi? Je m'abuse? Oui, on n'est pas encore en décembre. Mais oui, parce qu'on est en novembre. Mais on est en novembre, non mais c'est normal, t'es impatient, Noël, les cadeaux, la dinde... Mais voilà. Tu sais quoi, Jérôme? Le plus beau cadeau, c'est de faire cette émission avec vous et avec les auditeurs. Oh, d'accord. Dommage. Bah écoute... On va te déballer, Patrick. Non, mais dommage qu'il n'y ait pas Corben, finalement. Et oui. Oh, non, ça va. Oh. Non, il est parti s'envoyer en l'air, tout ça, mais littéralement s'envoyer en l'air. Ah, mais d'ailleurs, il va nous envoyer des belles photos. Pareil, on va les mettre pour illustrer. Oui, Corben. Il est dans la stratosphère. On essaye de mettre un Corben en orbite. C'est ça, on essaye. Ça. Mais... Ouais. Il semblerait que ça marche pas très bien. Suivez @Corben sur Twitter si vous voulez avoir des nouvelles de son voyage presque dans l'espace. Interstellaire. Et en attendant, vous pouvez écouter cette émission si vous voulez juste avoir des nouvelles d'apps sympas. Terre à terre. Ouais, beaucoup plus terre à terre. Ouais, beaucoup moins. Ouais. Donc, voilà, si vous allez bien, je vous propose qu'on se lance immédiatement dans les tests d'apps. Allez, vas-y. Eh bien, lançons-nous. Pardon, Jérôme, tu voulais dire quelque chose? J'ai dit c'est parti. Eh bien, c'est parti avec une app qui s'appelle Rockmate sur iPad. Je ne crois pas qu'elle soit disponible sur iPhone, en fait. C'est une application uniquement iPad qui coûte 2,69 € et qui vous propose de faire rentrer un groupe de musique rock moderne de jeunes complet dans votre iPad. Alors vous me direz, il y a déjà des applications qui font des choses comme similaires. Celle-ci, elle a une particularité, comme vous le verrez sur les images, si vous regardez l'émission en vidéo, c'est que oui, puisque l'émission est disponible en vidéo, vous savez tout ça, c'est que les instruments sont disponibles tous sur l'écran en même temps. Et donc, on peut tous jouer en même temps de la musique sur notre iPad. Ah, mais c'est ça l'intérêt d'avoir des tablettes avec des écrans 20 pouces. Exactement. Sauf que là... Alors, on joue sur le même iPad ou sur chacun son iPad? Non, c'est sur le même iPad. C'est-à-dire qu'on se met à 4 autour d'un iPad. 4 ou plus. Il y en a... Bah oui, ça devient un peu compliqué, disons. Hein. Bonjour surtout les traces de doigts. Hein. Donc, il y a une partie clavier, deux parties guitare et une partie batterie. Et on peut avoir différents styles de clavier, différents types de guitare, différents types de batterie. Il y a des réglages sur chacun de ces éléments. Il y a des effets qu'on peut mettre sur la guitare, etc., etc. Là, je joue un petit peu de la guitare. Hop. Si je mets un autre effet, vous voyez que on a là, on a plus de distorsion, etc. On peut aussi jouer à différentes octaves et les accords sont accordés automatiquement. Et on peut jouer effectivement donc une note ou l'accord entier. C'est magnifique là. Et vous avez les claviers. Là, c'est un orgue, c'est un peu synthétique, mais il y a des choses beaucoup plus naturelles, on va dire. Et il y a évidemment la batterie qui fera la joie de tous les parents qui donnent ce petit jouet à leurs enfants. Juste une question technique, vous avez peut-être la réponse, messieurs. Il y a combien de points de touch reconnus sur un iPad ? En gros, combien de doigts on peut mettre sur un iPad? Il me semble que c'est 10, ouais. C'est 10, d'accord, ok. Je crois. Donc on peut pas jouer avec ses deux mains au clavier parce que sinon l'autre peut pas jouer à la batterie, quoi. Bah si t'es à 4, si on met 2 doigts par personne... Ouais, il faut mettre 2 doigts par personne. Tu peux mettre encore... Ouais, mais alors à la limite, celui qui joue du clavier, on lui autorise 4 doigts, 4 doigts. Ouais. Mais quand tu vois le nombre de touches... C'est ça, exactement. Le clavier, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches blanches et 5 touches noires. Ah, d'accord, ok. C'est un petit clavier.
Voilà, c'est vraiment tout petit. Donc il y a effectivement, comme je disais, des différents styles qui vous donnent différents instruments. Il y a un métronome, il y a un petit instrument, enfin un petit outil qui vous permet de faire des boucles. Et c'est là que les choses deviennent... Ah, j'oubliais, pardon. On peut aussi enregistrer la voix. Donc, on peut brancher un micro et enregistrer la voix. Il y a vraiment tous les instruments de base d'un groupe de rock. Et il y a aussi un petit outil pour faire des boucles qui n'est pas vraiment un outil d'enregistrement complet. C'est juste pour faire des boucles de batterie et de peut-être d'autres choses aussi. Et puis jouer avec dessus. Mais c'est pas un truc d'enregistrement, et c'est là que je viens à c'est pas ma critique, mais ma remarque importante sur cette application, parce que on la compare forcément avec GarageBand d'Apple, qui est à peine plus chère. Elle est à 3,99 €, je crois, GarageBand, et celle-ci, elle est à 2,69 €. Alors, GarageBand, on peut pas jouer de tous les instruments en même temps, donc c'est pas pour faire un vrai groupe en même temps, mais par contre, on peut vraiment faire des petits enregistrements il y a un mini séquenceur, on peut arranger les séquences, couper, faire des boucles, etc. Là, on peut juste faire une boucle sur laquelle on joue. Donc, c'est vraiment pour jouer, entre guillemets, en live. Et le problème, c'est que comme les amplitudes, enfin les ranges, les notes qu'on peut jouer sont très limitées, on a une octave en gros par instrument, c'est un peu... bon, alors moi, je suis pas vraiment musicien, je suis pas un spécialiste. Il y a des gens qui ont fait des morceaux de musique uniquement sur cette application parce qu'elle est sympa, mais c'est plus un gadget qu'autre chose. En même temps, à 2,69 €. J'ai pas bien compris, on peut pas enregistrer le résultat du buff qu'on fait Ah oui, d'accord. C'est uniquement pour faire un live, d'accord. Voilà, tu peux juste enregistrer. Alors à moins que j'ai pas, moi enfin il y a un endroit où tu as le backstage où tu peux avoir des trucs préenregistrés, mais ça doit être que des boucles parce que moi j'ai pas trouvé comment enregistrer plus qu'une boucle en fait. D'accord. Là je joue un petit peu, hop, et j'arrête d'enregistrer. Ah oui, si, pardon, excuse-moi, je dis une bêtise. On peut enregistrer les morceaux qu'on a qu'on joue, mais on peut pas les arranger comme avec le séquenceur de GarageBand. C'est ça qui m'avait un petit peu déçu en fait dans l'histoire. Mais bon, pour 2,69 €, on va pas aller chercher des poux non plus. GarageBand n'est pas tellement plus cher, mais ça va pas faire de vous un musicien. Mais par contre, si vous êtes un petit peu musicien et que vous voulez faire des trucs marrants, ça peut vous permettre de vous amuser. C'est un petit peu comme toutes ces applications de ce type-là. Ça suscite pas forcément ça va pas vous jouer pour vous, mais ça peut être un truc marrant que vous ne pourriez pas vraiment faire autrement parce que, bon, bien sûr, on peut avoir une guitare, une batterie, des claviers, machin, et puis faire soi-même ses propres trucs. C'est un petit peu plus compliqué. Là, si on a un petit peu une âme de musicien, on peut déjà sortir des trucs sympathiques. Ça me paraît, moi, n'étant pas musicien, un petit peu limité, mais encore une fois, c'est un type d'outil un petit peu différent de GarageBand, et je pense qu'ils peuvent se complémenter assez bien si on en a des utilisations différentes. Donc, en plus, ça peut être marrant de faire un karaoké avec des amis musicales. Enfin, c'est un jeu aussi, quoi. C'est ça. Ça reste un outil pro, c'est un jeu. Ouais, c'est de l'ordre du jouet. Je crois qu'à l'époque où j'avais parlé de GarageBand, j'avais dit que ça restait quand même un petit peu bon tant pis. Ça, par rapport à GarageBand, c'est 10 fois plus bon tant pis. Donc GarageBand qui était déjà un petit peu bon tant pis sur iPad, ça vous donne un petit peu l'évaluation que je peux en faire. Si vous voulez un truc un petit peu plus sérieux, je pense que GarageBand vous conviendra plus. Mais ça, c'est déjà assez marrant. Et puis c'est très bien conçu. Il y a une chose quand même que j'ai pas signalée avant de conclure, que je dois dire, c'est que l'application est hyper bien faite. Elle est bien pensée, elle est bien conçue. Il y a cette petite confusion sur le fonctionnement de la boucle qui, moi, m'a laissé un petit peu perplexe, qui m'a enduit d'erreur, comme on dit dans les milieux autorisés. Mais dans l'ensemble, l'app est quand même très très bien pensée. Elle crache pas, elle a pas de bugs manifestes. Donc voilà, c'est quand même. J'ai eu la vision tout à l'heure quand tu racontais. J'imaginais un groupe de rock qui rentre sur une grande scène, tu vois, avec les trucs, machin, la foule qui hurle, et ils se mettent tous les quatre autour d'un iPad et ils jouent leur truc, le truc. Tu sais que
franchement, le son est pas mauvais, quoi. Là, tu vois, je joue sur la guitare, qui vous passe à travers un micro pas génial, enfin si un micro correct, mais une compression pour podcast et les écouteurs surtout de l'iPad qui sont des petits trucs pourris. Les haut-parleurs. Les haut-parleurs. Et la qualité du son, je pense pas que ça soit le défaut du truc. Aujourd'hui, on est à un niveau où n'importe quelle petite bestiole à 50 € va te sortir un son, n'importe quel ordinateur va te sortir un son de qualité correcte. Donc, bon, là, c'est pas ce défaut qu'on pourrait lui donner. Mais d'accord. Bon. D'accord. Voilà, donc Rockmate à 2,69 € sur iOS, iPad plus précisément. Ok. À toi, et c'est moi qui dis toujours à qui c'est. Oui, voilà. Oui, entre parenthèses. J'ai bien compris. Entre parenthèses, on a des gens qui nous ont répondu quand on disait qu'il faudrait voter pour l'ordre des apps dans l'émission. Et tout le monde a dit, ah bah non, en fait, ça va, non, ça me dérange pas, c'est bien. Et certains, je vous retiens, ont dit, bah non, c'est bien parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Oui, j'ai bien aimé ça. Oui, les news. Donc je garde ma place. Oui, c'est ça, les news. Ouais. Le générique, on le garde pour la fin. Cédric, tu vas encore nous parler de trucs Microsoft, tiens. Et ouais, je vais vous parler de Bing. Alors, je l'ai appelé traduction, mais je crois qu'en fait, ça s'appelle Bing Traducteur. Tu vois, c'est bien traduit encore. donc Bing Traducteur, c'est une application qui, comme vous pouvez vous en douter, traduit. Voilà. Est-ce que tu es sûr? Parce que j'aimerais qu'on n'induise pas nos auditeurs en erreur. Oui, je suis certain. Donc en fait, cette application permet de faire de la traduction à la volée, alors presque à la volée. C'est-à-dire vous allez voir, il y a des parties du logiciel qui fonctionnent en temps réel et d'autres non. Donc le premier avantage de cette application, c'est qu'il va vous télécharger les moteurs de reconnaissance en local, donc elle fonctionne aussi offline. Donc vous avez un fichier genre de 100 et quelques mégas à télécharger pour l'anglais vers le français. Alors évidemment vous n'avez pas tout, mais il y a déjà pas mal de choses dedans. Donc au niveau des options, on va commencer par la base. Il y a une option voix. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que 100 mégas, j'imagine que il y a une ça option fait la voix. Donc en fait vous cliquez dessus, vous parlez, vous dites je sais pas moi, j'aime upload. Et ça va vous traduire, j'aime upload. Alors j'ai pris français-anglais, mais il y a différentes langues, puisque en fait vous avez droit à espagnol, anglais, italien, anglais, allemand, anglais, chinois simplifié, anglais, et évidemment vous avez l'équivalent en français. Donc c'est plutôt complet pour commencer, on va dire. Donc vous avez la traduction voix, vous parlez, il va traduire le texte. Une fois que le texte est traduit, vous pouvez lui faire dire, donc à haute voix. Vous pouvez évidemment modifier ce que vous avez dit. Si par exemple il a mal compris un mot, par exemple la première fois que je l'ai fait à la voix, j'ai demandé j'ai mis j'aime beaucoup upload. Et évidemment upload, il a compris applaudi. Enfin il a pris le truc qui s'approchait le plus près. Donc voilà, mais je peux modifier le applaudi par upload et du coup elle prononcera correctement la traduction. Donc au niveau de la traduction, vous avez aussi une traduction qui s'appelle clavier, c'est-à-dire en gros je tape des phrases et elles sont traduites. Une traduction appareil photo. Donc là, en gros, vous imaginez le principe, on prend une photo, ça traduit tout ce qu'il y a dessus en OCR. Donc ça reconnaît le texte et ça traduit. Est-ce que ça t'affiche sur la photo oui. Alors, je vais en venir après, c'est même encore mieux que ça. Je vais en parler de suite, tiens, pour la peine. En fait, il y a un truc qui est assez génial, c'est que ça fonctionne en réalité augmentée. C'est-à-dire que vous ciblez une affiche, par exemple, donc là j'ai pris un exemple. Vous ciblez une affiche et quand la caméra bouge, en fait, vous voyez le texte s'ajuster et se superposer au texte dans l'autre langue. Mais il y avait une application comme ça sur iOS qui faisait ça pour l'anglais, de l'anglais à l'espagnol uniquement, que j'avais testé il y a très longtemps, je me souviens plus. Là, par exemple, tu as un menu qui est en chinois, tu passes ton téléphone dessus, ça te le traduit en anglais ou en français. Ah, c'est génial ça. Et là où c'est énorme, c'est qu'en fait, tu vois la traduction s'affiner au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, il te fait une traduction vite fait, puis il reconnaît un peu mieux les mots, et tu vois tous les mots changer petit à petit, et à la fin, tu as un truc qui est franchement correct, quoi. Est-ce que ça marche en offline, ça aussi ? Oui, ça marche aussi en offline. Ah, balèze. Ouais. C'est vachement bien, parce que le défaut énorme des applications de traduction de ce type, et il y en a plusieurs,
c'est évidemment qu'il faut être connecté à Internet, sauf que quand on a besoin, tu es à l'étranger. Et voilà. Exactement. À Internet. Et puis en plus, à l'étranger, il parle étranger. Et là, t'exploses ton forfait data et t'es obligé de faire la plonge pendant 20 ans en Thaïlande. Ouais, voilà, c'est ça. Pour rentrer. Donc du coup, vous avez la possibilité même de choisir un mot du jour, si vous voulez. Alors, il vous choisit un mot du jour pour apprendre un mot tous les jours. Enfin, voilà. Ouais. Vous pouvez l'activer ou pas. Vous pouvez préparamétrer les traductions. Donc, genre, par exemple, dire au clavier, ça sera toujours du français en anglais. L'appareil photo, ça sera de l'anglais au français. Parce que du coup, ça sert pas à grand chose de traduire une brochure en français vers l'anglais. Enfin, c'est vous qui faites votre truc comme vous voulez. Il y a du grec, de l'haïtien, il y a plein de trucs. Mais du coup, t'as l'impression, c'est assez bluffant quand tu passes sur un texte qui est en anglais et que tu vois les mots se superposer en français par-dessus. Et puis, franchement, pour de la traduction instantanée, c'est pas mal. Hein. Il n'y a pas de très gros contresens et ce genre de trucs, tu vois, ou des traductions littérales. Mais alors, tu nous fais une petite démo, là en fait, on les voit, les traductions que j'ai faites, qui apparaissent dans la vidéo, là, je peux pas te Oui, montrer. mais par la voix, je veux dire. Oui, si tu veux, je peux te faire une démo par la voix. Pense à nos auditeurs non-voyants, par exemple. Exactement. Comme j'en parle dans... Alors là, je suis en mode avion, justement, donc que veux-tu que je dise en français? En français, je voudrais que tu dises Patrick est vraiment un mec super sympa. D'accord. Ou pas. Patrick est vraiment un mec super sympa. Ou pas. Donc là, il me fait la traduction. Et là, je vais augmenter le son pour que vous puissiez l'entendre. Patrick is really a super nice guy. Hey, pas mal. Voilà. Pas et mal. je suis offline. You're a super nice guy. Cool. Il est vraiment offline. Hein. Donc il y a eu un petit temps de réflexion, mais qui est super rapide. Et je suis assez bluffé par ça. Mais ce qui est vraiment hyper, qui m'a retourné le cerveau, c'est de voir la traduction en réalité augmentée, quoi. C'est hallucinant parce que tu peux viser un panneau et il traduit le panneau. Et là, on imagine avec les Google Glass, les Google ou autres Glass qu'il va y avoir. Enfin, le futur qui nous attend à très court terme, je pense que les barrières de langue. Déjà, quand tu vas pour un menu dans un resto, ce genre de truc, c'est génial, quoi. C'est clair. Et alors après, vous avez aussi un historique qui conserve tout ce que vous avez dit, tapé ou même pris en photo. Et vous pouvez retrouver vos anciennes traductions. D'accord. Donc voilà, ça marche évidemment super bien. Et quand je l'ai montré à ma douce et tendre, il faut savoir que elle, les traducteurs instantanés, pour elle, c'est juste hors de question d'y avoir recours. Et en fait, elle a été bluffée, quoi. Ouais. Mais tu vois, dans cette fonction en plus d'historique, moi j'y pensais en utilisant le translator de Google. C'est vachement pratique pour quelqu'un qui voyage beaucoup parce que tu peux finalement te rentrer toutes tes phrases clés. Genre, je voudrais trouver un taxi, machin. Et ça peut être super pratique quand tu voyages de préparer à l'avance des phrases clés, quoi. Ouais. Et un truc qui est pas mal aussi, c'est que du coup, vous pouvez épingler, piner, comme on dit dans le langage technique de Pinterest. C'est mal traduit, ça. Non, à Pinterest, tous les gens disent piner, alors moi je pine. Oui, je sais. Vous pouvez piner évidemment la tuile du traducteur sur la page d'accueil, et vous pouvez même choisir en fait le traducteur que vous voulez. Moi j'ai pris le français-anglais voix, et du coup quand j'appuie dessus, ça m'ouvre direct le français-anglais voix, tu vois. Mais je peux très bien mettre le traducteur en réalité augmentée, et ça m'amènera direct sur le traducteur réalité augmentée dans la langue que je veux. Donc non, vraiment, je suis hyper bluffé et je vous la recommande chaudement, surtout qu'elle est gratuite. C'est ça qui est intéressant, c'est gratuit, vous pouvez télécharger les données offline. Enfin, voilà, pour moi, c'est la... J'en ai testé plein, des applis de traduction, parce que je trouve ça toujours impressionnant. Pas tellement parce que je m'en sers, parce que, à vrai dire, je m'en sers jamais. Mais là, ça m'a... C'est une chouette démo de ton appareil. Laisse tomber. Star Trek, quoi. Mais complètement. Tu prends un manuel en anglais, tu passes ton truc en réalité augmentée, et boum. Enfin, tu vois, moi, je pense à mes parents qui parlent pas anglais. C'est parfait, quoi. Moi, je sais déjà... Pardon, allez-y, vous parlez pas dessus. Ça fait, c'était quand? C'était il y a 2 ans où je disais, ça doit être il y a 2 ans, je sais plus si c'était dans le Rendez-vous Tech ou dans Upload, où je disais, mais on y est presque au traducteur instantané automatique, parce que on voyait justement les pièces s'assembler où il y avait la synthèse vocale, la reconnaissance vocale et la traduction Google qui s'améliorait de mois en mois. Et enfin bon, c'est incroyable. Bon, bref. Mais franchement, c'est bluffant d'efficacité. Et
Et je vous dis encore une fois, la réalité augmentée, de voir les lettres, mais tu les vois vraiment se modifier en temps réel, t'as l'impression d'être dans un film de science-fiction, quoi. Limite la Matrix, tu sais, qui t'affiche la phrase nickel, c'est vraiment top, quoi. Ce qui manque presque, c'est le device maintenant pour que ça soit vraiment confortable. Les parce lunettes, que voilà. sortir un smartphone n'est peut-être pas toujours évident dans les... Si on avait ça dans des lunettes, enfin voilà, c'est une des premières applications qui pourrait être géniale. Enfin, Jérôme, jamais content quand même là. Non, j'essaye d'anticiper justement les nouveaux devices qui vont sortir. Ça va s'intégrer dans nos vêtements, quoi, tout ça. Oui, mais ça sera beaucoup plus adapté. Oui, mais moi je veux Star Trek où j'appuie sur ma poitrine sur un badge et j'entends du Klingon traduit dans mes oreilles, quoi, automatiquement. Oui, non, peut-être pas. Mais non, mais par contre, tiens, tu disais c'est vachement bien, machin, tout ça. T'imagines, tu lis ces livres. Tu veux lire un livre en anglais. Tu mets ces lunettes. Alors évidemment, la traduction d'un livre, ça va être foireux au départ, mais tu peux lire une pleine page où en réalité augmentée, le texte en français apparaît par-dessus, quoi. Enfin, pour moi, c'est de la science-fiction, quoi. Ouais, mais on est dedans. Et donc, ça s'appelle Bing Traduction ou Traducteur. Traducteur, je ne sais plus comment. Traducteur, c'est sur Windows Phone 8 et c'est gratuit. Et ouais. Merci Cédric. Et donc, le meilleur pour la fin, Jérôme. C'est moi le meilleur pour la fin. Je vais vous reparler d'une app que je vais revisiter. J'en avais parlé... il y a longtemps quand même. Camera Plus. Camera Plus, en fait, c'est une app sur iOS et maintenant sur iPad. Et suivez bien parce que les deux sont différents et complémentaires. C'est la grande nouveauté. Camera Plus est une appli qui permet elle fait mieux des photos, on va dire, que l'app photo de base. C'est eux d'ailleurs, Camera Plus, qui avaient inventé le fait de pouvoir appuyer sur le bouton de volume pour prendre une photo. Apple a repris le truc, leur a interdit d'exister pendant 4 mois à l'époque en retirant cette fonction. Ouais, enfin, ils l'ont inventé. Disons que c'est eux qui l'ont fait en premier, alors que Apple disait qu'il fallait pas le faire. Apple les a sortis de l'App Store et quelques mois plus tard, ils y sont revenus et Apple a ajouté cette fonctionnalité aussi. Tout à fait. Donc, en fait, c'est vraiment une équipe qui cherche à pousser plus loin l'appareil photo. Et là, ils sont arrivés avec la dernière mise à jour à faire des choses dont je rêvais il y a 2 ans au niveau de la prise de photo. Et ils y sont arrivés. Donc, mon test, c'est Camera Plus, un peu plus pour en faire un peu moins. Pourquoi faire un peu moins de photos? Tu veux que je lance la vidéo là ou... Non, je vais te le dire quand il faudra lancer la vidéo. Pourquoi un peu plus pour en faire un peu moins? Parce qu'il y a un problème que connaissent peut-être les gens qui prennent des photos avec leur iPhone, c'est qu'on se retrouve vite à shooter, pour avoir le meilleur angle possible, à prendre beaucoup de photos d'une même chose, et puis on oublie de les trier. La synchro, aide-moi Patrick, comment elle s'appelle la synchro des photos? iCloud. iCloud. Oui, oulala, c'était dur. Non, c'est pas iCloud, c'est le flux de photos, pardon. Le flux de photos. PhotoStream. Non, le flux de photos se retrouve encombré de tous nos essais et c'est un peu naze en fait. Donc Camera Plus fait d'abord une chose que j'aime beaucoup et qui fait depuis le début, c'est que toutes les photos que vous prenez, il les enregistre dans une espèce de mémoire tampon qui s'appelle la Lightbox et qui en fait vous permet de trier vos photos une fois que vous êtes rentré chez vous avant de les enregistrer dans le tournesol, enfin l'album de votre le tournesol. Bah ouais, chez Apple c'est un tournesol. Non mais je dis ça, c'est pas un hasard, c'est que l'icône même pour enregistrer c'est le tournesol. Donc tout est très très bien intégré. Tu peux lancer la vidéo parce que justement je vais expliquer un petit peu comment ça se passe, mais je vais l'expliquer pour ceux qui nous écoutent en audio aussi. 1, 2, 3. Donc, ce que les gens voient là, c'est le mode prise de vue. Alors, j'ai fait une prise de vue catastrophique parce qu'il fait un temps pourri. Alors, d'abord, ce que ça permet de faire au niveau de la prise de vue, c'est qu'avec 2 doigts, vous allez pouvoir faire à la fois la mise au point, mais avec votre autre doigt, aller chercher votre exposition. Donc là, je l'avais monté sur le ciel qui était très noir, donc j'avais une certaine exposition qui me permettrait d'avoir les détails des nuages. Et en descendant le doigt dans la verdure, j'arrive à une autre exposition. Donc j'ai pris mes 2 photos dehors, le temps était pourri. Vous voyez aussi en bas, il va vous afficher toutes les infos en temps réel, en ISO, en ouverture, etc. de la photo que vous êtes en train de prendre ou que vous avez prise. Et ça, même si c'est un peu trafiqué, parce qu'on ne règle pas vraiment les ISO sur un iPhone, c'est très pédagogique, parce que ça va vous permettre de comprendre les 3 points dynamiques d'une photo, qui sont l'ouverture, l'ISO et la vitesse. Mais l'ISO doit se régler automatiquement
automatiquement, mais tu dois pouvoir. Hein. Moi, sur mon HTC, je règle l'ISO, la vitesse d'ouverture et tout. Oui, alors là, tu le fais en cherchant ton ouverture avec ton doigt. Ouais, en fait. tout à fait. Tu vas forcer les ISO. Alors là, je montre justement, dès que vous avez pris la photo, et vous êtes toujours dans le Lightbox, vous pouvez déjà commencer à éditer votre photo, l'envoyer, sans même passer par le save tournesol de l'iPhone. Donc ça peut être très pratique pour la petite photo qu'on a envie de tweeter, mais qu'on n'a pas envie forcément de garder dans son flux de photos. Ouais, en plus, il fait des retouches sympas. Là, justement, je montre, on peut recadrer donc sa photo, et c'est là où ça devient génial avec leur mise à jour. C'est que vous recadrez votre photo, et après, on va le voir bientôt dans la vidéo, mais je décris en même temps pour l'audio, vous basculez sur votre iPad, parce que la Lightbox va se synchroniser on the cloud, et donc, tout ce que vous avez dans votre Lightbox va se retrouver dans la Lightbox de votre iPad avec l'appli Camera Plus. Et l'appli Camera Plus, ils l'ont fait beaucoup plus évoluer que l'appli iPhone. Et elle va vous permettre notamment de faire des réglages beaucoup plus fins. On se rapproche d'un petit Photoshop au niveau des réglages sur l'iPad. Aperture, oui, c'est plus comme Aperture ou Lightroom, oui, t'as raison. Vraiment en plus petit avec des bretelles, hein. C'est pas des outils pro, mais ça permet justement à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, là on le voit dans la vidéo, mais je le décris, de régler la température de votre photo, la teinte de votre photo. Le point blanc, tout quoi. Et ça, c'est pas possible sur la version iPhone, en fait. Et tous vos réglages se synchronisent avec votre iPhone. Aussi. Puisque votre Lightbox, en fait, est synchronisé sur tous vos devices iOS. Si vous avez 2 iPhones et 3 iPads, toutes vos Lightbox sont synchronisées. Et il faudrait la même sur Mac. Il faudrait la même sur Mac, ça serait idéal. Ce que j'allais dire, effectivement, dans mes conclusions. Mais, et alors, bon, il y a aussi des effets à la Instagram. Sont d'ailleurs, moi, c'est mon bout sur l'app. Les effets sont un peu vulgos, c'est un peu trop intense, c'est pas assez paramétrable. Mais sur iPad, vous pouvez les cumuler entre eux, ce que vous pouvez pas faire sur iPhone. Par exemple, mettre un cyanotype plus un magic hour et ce genre de choses, jusqu'à obtenir une vraie bouillie de votre photo qui ressemble plus à rien. D'ailleurs, ce que j'ai fait est très moche et une fois que vous avez fini ça, vous pouvez même après choisir, là on arrive bientôt à cette partie-là, vous pouvez choisir le cadre donc de votre photo. Ah non, on n'en est pas encore à cette partie puisque vous pouvez travailler sur la vignette aussi de votre photo pour donner des effets un peu anciens, vous savez, les ombrés sur les bords. Bref, il y a un niveau de paramétrage qui est hallucinant. De paramétrage sur la photo avant même de l'enregistrer sur la mémoire de votre iPad ou iPhone. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très appréciable pour les gens qui prennent beaucoup de photos parce que on peut vraiment régler ça comme une planche contact. Là, vous voyez, ça va même jusqu'à mettre un cadre en skeuomorphisme moche et vous pouvez même écrire du texte sur votre photo. Et d'ailleurs, j'ai tapé « c'est moche ». C'est bien moche. C'est bien moche, c'est parce vrai. que j'ai fait vraiment une photo bien moche. Mais bon, ça a montré un peu les fonctions. Une dernière chose aussi qu'ils ont mis dans la mise à jour, et au début je me suis dit c'est gadget, mais c'est vachement pratique, c'est qu'en fait, quand vous retournez, quand vous êtes en caméra frontale, ils ont créé un espèce de flash. Le flash, en fait, c'est pas un vrai flash, puisqu'il n'y a pas de flash en caméra frontale, mais en fait, ça va déclencher un écran blanc, très blanc, et donc la luminosité de l'iPad ou de l'iPhone, vous allez la voir dans la figure. Là, on me voit en train de me prendre en photo avec la luminosité de l'iPad dans la figure, donc ça fait un espèce de faux flash. Et en fait, c'est vachement pratique parce que quand on se prend une photo de groupe, tu sais, à bras tendus, on tend le bras et on aime prendre le groupe en photo. On est souvent très mal éclairé, surtout quand on a un iPad, mais au moins on peut se cadrer avec un iPad et d'avoir un espèce de faux flash comme ça avec l'iPad, c'est très bien pensé. Voilà, c'est en fait bourré de petits gadgets pour prendre des photos. Je vous ai pas tout décrit parce que ça serait infini, mais il y a des choses comme le timer, l'anti-vibration, c'est-à-dire il ne déclenche la photo que quand votre smartphone, votre iPhone arrête de bouger en fait. Quand vous êtes par exemple en voiture, il ne va déclencher qu'au seuil de bouger. Vous avez un mode rafale. Comme il n'enregistre pas dans le disque dur, on va dire, de l'iPhone, il peut prendre des photos beaucoup plus rapidement en fait que l'appareil photo de base. Il a 2 fonctions qu'il ne peut pas faire et qui sont toujours dans l'appareil photo de base, mais ça c'est lié à iOS. Il ne sait pas gérer le panorama et il ne sait pas gérer la détection des visages.
Bon, donc il faut quand même garder votre appli pour prendre des photos. La détection de visage, ça peut être pratique, mais quand vous savez faire de la photo et faire des mises au point, vous n'avez pas besoin d'une détection de visage. Et le panorama reste une fonction, on va dire, exclusive d'iOS et ils n'ont pas permis pour l'instant aux autres apps de photo de le faire. Bref, pour conclure, c'est vraiment un truc très bien parce que ça crée un écosystème de photos. Vous prenez les photos avec votre iPhone qui aura le meilleur appareil photo. Moi, j'ai l'iPhone 5. L'appareil photo est à 8 millions de pixels. Mon iPad, j'ai l'air d'un imbécile quand je prends des photos avec et en plus, l'appareil photo est moins bon. Mais là, ça va me permettre de prendre les photos avec mon iPhone, régler la chromie sur mon iPad et après, par exemple, de les tweeter à partir de mon iPhone puisque tout sera synchronisé en fait. Donc j'ai trouvé ça très pratique. Les gens qui aiment prendre des photos, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. En tout cas, c'est à essayer. Les deux applis valent 99 centimes. Il faut l'acheter 2 fois. Une fois pour iPad et une fois pour iPhone. C'est 89, je crois. Moi, 89, j'ai dit quoi 86, je viens de l'acheter 89. Là pendant ta description qui donnait envie. Et je l'ai payé sur iPad 89, je l'avais déjà sur iPhone. D'accord, mais oui, effectivement, de toute façon, c'est pas très cher. Mais moi, j'adore le principe de choisir l'exposition à un endroit différent de l'endroit où on fait la mise au point. Ouais. Parce que normalement, enfin, avec tous les téléphones, sauf ceux qui permettent par exemple de faire de régler l'exposition sur par exemple le cadre général et pas sur un point. Mais sinon, en général, sur l'iPhone, quand tu tapes pour faire le focus à un endroit spécifique, il règle l'exposition en fonction de cet endroit-là. Oui. Et ça, c'est super pénible quand tu prends certaines photos. Ouais, parce que du coup, soit tu as le ciel qui est cramé, soit les gens sont noirs, soit... Et surtout, moi, j'ai trouvé que cette appli était bien pour quelqu'un qui se demande s'il va s'acheter un réflexe et aller un peu plus loin en photo, parce qu'elle a une vraie fonction pédagogique. Ouais, tu comprends un petit peu comment une photo peut être plus créative. Alors, au début, tu le fais avec 2 doigts, donc ça n'a rien à voir avec les réglages d'un réflexe. Mais c'est bon, on a le titre de l'épisode. Au début, tu le fais avec 2 doigts. La photo avec 2 doigts. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très pédagogique. Je sais que moi, je m'en suis servi pour expliquer ce que c'était que l'ouverture à quelqu'un, justement. Avec 2 doigts. Je la recommande. Je sais qu'il y a plein de concurrents à Caméra Plus. C'est d'ailleurs des poditeurs ont des applis encore mieux. Mais j'ai l'impression que c'est la première qui permet cette synchronisation de la Lightbox. On appelle ça des planches contact en photo. En fait, on regarde sur des petites vignettes ces photos avant de les développer. Je crois que pour l'instant, c'est la seule qui permet la synchronisation de sa Lightbox, en fait. Ok. Merci Jérôme, ça a l'air fort sympathique cette app. Et puis on va donc continuer avec un petit mot rapide de notre sponsor. De notre sponsor et notre pardon. Excusez-moi, mais c'est dur d'enchaîner après avoir parlé avec enthousiasme. Mais je dois continuer avec enthousiasme parce que nous avons une chose importante à dire sur Pritel. Pritel, notre sponsor, les forfaits modulo, les forfaits qui s'adaptent à votre consommation, les forfaits qui font qu'on ne dépense pas 1 centime de trop sur son forfait mobile, les forfaits faits pour les gens qui veulent faire des vraies économies sur leur mobile. Parce que je crois que certaines personnes n'ont pas encore bien compris comment fonctionnait le forfait Pritel. Vous ne payez pas des crantages d'un forfait à l'autre. Vous payez exactement ce que vous consommez. Alors oui, certes, ils ont des paliers, mais Pritel va toujours décider s'il vaut mieux que vous payiez ce qu'il y a hors forfait ou s'il faut vous faire passer à un palier supérieur. Donc vous ne payerez vraiment que votre conso. Et là où on a une grande nouvelle à annoncer, c'est qu'ils ont complètement revu leur modulo et notamment grâce au questionnaire auquel vous avez répondu sur le data. Alors aujourd'hui, la data est intégrée dès le crantage de 4,90 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez décidé de faire des économies parce que votre copine a pris tout votre argent, vous mangez du sandwich au pain, vous êtes étudiant, vous êtes vraiment pas riche, vous avez décidé de ne pas consommer de data. Manque de peau, vous faites une fausse manip, hop, il y a un peu de data qui était consommé. Qu'est-ce qui se passerait chez un autre opérateur? Eh ben là, il vous arrive avec la totale, ouais, je vous mets 3 gigas et tout ça, je te vends le cadre de Marrakech avec les lumières qui s'allument, et tu te prends un plein pot dans la figure. Et les chaussures en croco. Et les chaussures en croco. Et ben non, chez Pritel, ils ont mis la data dès 4,90 €. Donc si tu fais un petit dérapage data, ça va pas te coûter des 1000 et des 100. Tu ne payeras que le petit dérapage data que tu as fait pendant le mois.
L'illimité maintenant commence dès le crantage de 12,90 €. Ça veut dire que dès que vous avez passé plus de consommation que 12,90 €, eh ben, ça devient illimité. La voix, les SMS et les MMS. Donc, en gros, vous pouvez consommer tant que vous voulez, dès que vous avez passé le palier de 12,90 €. Et quand vous arrivez au palier supérieur, le dernier des paliers, où là, tout est illimité, les appels internationaux et la data passe à 3 gigas. 3 gigas de data, donc, et ça pour 24,90 €. Et je n'ai pas fini. Parce qu'on pourrait dire, c'est déjà énorme, j'arrive pas à y croire, etc. C'est amazing. Pritel continue à travailler sur le questionnaire parce que ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, c'est déjà bien, mais on peut faire mieux. Donc, ils sont en train de travailler. On va bientôt avoir des choses à vous annoncer sur une offre data, on va dire, vraiment orientée. Donc, en tout cas, si vous voulez voir ce que Pritel est en train de préparer, notamment découvrir ce nouveau forfait qui vaut vraiment le coup, si vous voulez faire des économies, vous allez sur nowatch.net, vous cliquez sur la bannière, et comme ça, ils savent que vous venez de notre part. Et nous, on remercie Pritel. Et voilà. Bien, merci Jérôme et merci Pritel. J'étais très enthousiaste, mais je suis enthousiaste. Hein. Non, mais c'est sympa. Franchement, bon, là, en dehors de la question du forfait, du sponsoring, allez y jeter un coup d'œil parce que c'est un type de forfait différent. C'est vrai qu'on a beaucoup d'opérateurs qui proposent un petit peu tous la même chose. Là, c'est un peu différent et les nouveaux crantages pourront intéresser encore plus de monde. Donc, tu vois, moi, je consomme rarement 500 mégas de data. Ouais. Du coup, je paierai moins cher que le forfait que je viens de choisir. Mais bon, là, je viens de changer, donc bon, hein, ça attendra le mois prochain. Et il y a une chose, si vous écoutez l'interview, il y a une chose que m'a redit les personnes de chez Pritel, par rapport à ce que font d'autres, on va dire des rumeurs qui courent, on va dénoncer personne, mais chez Pritel, ils n'ont aucune honte à être des vrais vendeurs de tuyaux. Ils veulent faire les meilleurs tuyaux possibles et ils ne trieront pas le data qu'il y a dedans. Il est hors de question pour eux de brider le data ou de faire ce genre de manip dont on entend parler. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Voilà. YouTube, je ne vois pas de quoi tu veux parler. L'App Store, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Voilà, chez Pritel, ils n'ont aucune honte à fournir le meilleur débit possible et ne pas regarder ce que vous faites avec votre débit. C'est votre liberté de consommateur, quoi. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire ils n'ont pas installé des routeurs derrière qui permettent de trier le... D'accord. Trier le débit. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez, donc on disait qu'on va enchaîner avec les apps et c'est donc ce qu'on va faire et je commence tout de suite puisque vous l'avez compris, on garde le meilleur pour la fin. Je commence avec... Oui, mais on commence par la crème. Non. Ouais, ok. Ouais. Bon, pourquoi pas. Donc, la crème des... Oui, en fait, non, cette app, elle est sympathique, mais c'est pas non plus... Bon. C'est une petite app qui s'appelle Ecoism. Tu te souviens, il y a quelques semaines, oui, j'ai raté mon jeu de mots avec Corben. Alors, tu veux nous parler d'égoïsme? Pourquoi es-tu égoïste? Non, c'est Ecoism, donc de écoïsme, qui est un projet artistique relativement intéressant de Julian Wolkenstein. Qui en fait a pris des photos de différentes personnes et pour montrer la différence de symétrie entre les différentes parties du visage, il a pris la partie droite, il l'a mis en miroir et il a utilisé 2 fois la partie droite du visage pour faire un visage complet et pareil avec la partie gauche pour les différentes personnes qu'il a pris en photo. Et on se rend compte à quel point les 2 parties de notre visage sont complètement différentes parce que ça donne des visages qui pourraient exister, de personnes qui pourraient exister, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais si tu as le côté gauche ou le côté droit, tu as vraiment l'impression que c'est 2 personnes différentes, quoi. Et donc, cette app vous permet de faire un petit peu la même chose avec votre propre visage. Ça vous permet aussi d'uploader sur leur projet artistique, machin, leur site. Bon, ça, j'ai pas testé. Mais le fait de déjà tester ça avec votre propre visage, ça peut être marrant, c'est amusant. Et essayez-le, voilà, c'est amusant, c'est juste un petit jouet, c'est un petit zap digne de download. Et ça s'appelle donc Ecoism, E-C-H-O-I-S-M. Sinon, vous calez dans le coin d'un miroir. Oui, c'est possible aussi. Oui, c'est exactement ça. Cédric. Ouais, alors moi je vais vous parler d'une application qui s'appelle Be and Myself. Alors, wow. Est-ce que vous connaissez cet opérateur qui s'appelle Be and You?
Oui, c'est le Bouygues low cost. Exactement. Eh bien, en fait... Joe, c'est un nom un peu bizarre, c'est le SFR low cost. Ouais. Non, c'est Red SFR. Non, Joe, mais chez SFR aussi. Oui, mais c'est encore autre chose. C'est pas les vrais, c'est vrai, c'est pas vraiment SFR, c'est un ancien de SFR. Ouais. Bref, donc c'est un peu SFR quand même. Be Myself, donc c'est un logiciel qui permet, si vous êtes abonné à l'opérateur Be&You, donc moi je viens de switcher pour Be&You, j'ai quitté Free Mobile. Je vais tous les essayer de toute façon. Mais là, j'ai un... T'es pas content de Free Mobile? Tu n'es pas encore chez Pritel? Mais ça correspond pas trop à ma conso, en fait. C'est juste ça qui va pas. Et encore, je suis pas certain. C'est-à-dire que après il faudra qu'on en rediscute, mais on va faire des tests. Ouais, après Be&You, je pense que je filerai chez Pritel. Mais là, Be&You m'intéressait, genre je vais pas rentrer trop dans les détails, mais parce qu'il propose le dual carrière et ce genre de truc, donc il me permet d'avoir des connexions jusqu'à 42 mégas et tout ça, et le tarif était intéressant, puisque c'est le même prix que ce que je payais, donc ça m'engageait à pas grand chose d'essayer, quoi. Mais du coup, j'ai cherché des applications sur le store et j'ai trouvé Be Myself. Alors c'est donc un petit logiciel qui permet de suivre sa consommation en temps réel. Alors il y a de la publicité parce que l'appli est gratuite et c'est pas une appli officielle, hein. Donc vous pouvez suivre votre consommation, vous avez aussi des informations sur vous-même et tout ça, machin, la facturation et compagnie. Vous pouvez ouvrir votre dernière facture et tout ça. Vous avez aussi des activités. Il faut savoir qu'en fait chez Be&You, le service client est assuré surtout par les internautes. Vous avez des forums et des foires aux questions. Et donc vous pouvez déposer des idées. Des gens vous répondent. Les gens peuvent laisser des commentaires, voter pour votre idée ou pas, et vous gagnez des points. Et donc vous êtes plus ou moins reconnu dans la communauté Be&You. Enfin voilà. L'ambiance qui réside sur ces forums est plutôt sympa. Donc j'ai été agréablement surpris par la rapidité des réponses quand on pose des questions. Ils ont crowdsourcé leur... le service client est crowdsourcé, ouais. En fait, ce sont les gens qui font le service client. Et c'est une bonne idée. C'est une idée intéressante. Oui, parce que pourquoi pas. Mais du coup, en fait, si ça permet de réduire le prix, effectivement. Voilà, et du coup, tu as la réponse à toutes les questions que tu poses. Mais l'avantage, c'est que tu pas à passer 3 plombes au téléphone, quoi. Ouais. Moi, c'est ça qui me plaisait. Oui, après, tu peux avoir le syndrome Wikipédia. Si beaucoup de monde se met à dire une connerie et que ça suit... mais comme les gens votent, tu peux voir si c'est bien ou pas bien. Donc, disons que quand tu as des vrais services clients, en France, ne parlons pas forcément. Non, mais quand tu as des vrais services clients, on ne dit pas forcément moins de conneries non plus. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, voilà. Et puis surtout là, il faut être vraiment abonné pour pouvoir laisser des réponses. Donc ça limite un peu les trolls. Non, moi je trouve que c'est une très bonne idée, effectivement. Ouais. Et ensuite, donc il y a un système de tuiles dynamiques. Donc vous pouvez mettre dessus soit votre consommation voix data, soit votre consommation voix hors forfait, si vous avez un forfait qui n'est pas data. Donc voilà, l'appli est assez complète, elle est assez jolie, donc si vous êtes abonné Be&You et vous cherchez une application pour Windows Phone, sachez qu'en fait il existe Be Myself, qui n'est pas une appli officielle, mais qui fait quand même son office. Voilà. D'accord. Donc c'est B ampersand, enfin le signe et Myself tout attaché. Ouais, mais si vous tapez Be and You, A-N-D-U, je crois qu'on la trouve direct. Ah d'accord. Ok, et c'est gratuit. C'est gratuit évidemment. Merci Cédric. Jérôme. Alors moi, je profite de ma minute pour faire un mini-test. La semaine dernière, c'était sur le mini iPad, enfin l'iPad mini. Et là, c'est sur l'iPad 4, parce que j'ai une opportunité pour avoir un iPad 4. J'avais déjà l'iPad 3, on peut l'appeler le 3 maintenant. Il vole à l'Apple Store, c'est pas possible. Voilà. Non, mais disons que mon iPad 3 a trouvé une seconde vie. Et donc, j'ai eu l'opportunité de prendre l'iPad 4. Très honnêtement... Et l'iPad mini, alors ? L'iPad mini, je ne l'ai pas gardé. Ah, tu l'as pas gardé. Comme je l'ai dit, non. Mais donc, tu as un iPad 4 maintenant, Jérôme ? J'ai un iPad 4. Il les a tous. J'ai tous les iPads. Non, mais j'ai profité justement. Là, passe une petite vidéo du test. J'ai profité d'avoir encore mes 2 iPads, l'iPad 3 et l'iPad 4, pour faire un petit test de vitesse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, rien n'est optimisé. Néanmoins, malgré ce manque d'optimisation, on constate quand même une légère accélération sur l'iPad 4, et notamment sur un logiciel qui est très important pour moi, enfin une app qui est Notability, puisque je fais énormément de prises de notes, et on voit bien que dans l'affichage des images, c'est instantané sur l'iPad 4, sur l'iPad 3, il faut un petit peu de refresh. Sur les jeux, là, j'ai testé sur Horn, qui est un jeu qui a un gros moteur 3D.
C'est flagrant quand même. Il y a une différence, on va dire, d'une seconde dans le lancement. Même pas. Enfin, moi, je vois ta vidéo, ça fait même pas une seconde. Et dans la 3D elle-même, il n'y a pas de différence. Mais je pense aussi que ça vient que l'app n'est pas encore optimisée pour le nouveau processeur 6X, A6X. Mais bon, voilà, ça donne un petit confort. Sur les pages web, par contre, ça booste bien. On le voit dans ma vidéo. J'ouvre la page No Watch. Ça s'ouvre quand même plus vite. C'est surtout au niveau de l'affichage des images qu'il y a un vrai boost. Et là, le test est super objectif. Je suis sur le même réseau Wi-Fi, c'est chez moi. Après, ça vient pas. Oui, mais après, est-ce que tu as vidé le cache des 2 navigateurs et tout, tu vois? Oui, bon, on va dire que j'ai. Mais ça joue. D'accord. Bon. Bref, tout ça, conclusion. Si vous avez un iPad 3, vous n'avez absolument pas besoin de prendre le 4. Ça va pas vous révolutionner. C'est globalement le même. Si vous avez un iPad 2 et que vous hésitez, c'est vrai qu'il est bien nerveux, quoi. Moi, je l'aime bien quand même, l'iPad 4. La semaine prochaine, je teste un jeu avec beaucoup de 3D. J'étais content de le tester sur l'iPad 4. Donc, c'est une bonne... Moi, je suis content de l'avoir parce que maintenant, tous mes connecteurs sont assortis. Tu vois, le problème n'est pas resté un problème longtemps. Hein. Et voilà, quand on s'appelle Jérôme Kainborg et qu'on achète un nouvel iPad par semaine et un nouvel iPhone au moment où ils sont... Et un iPad mini. Et un iPad un mini. par semaine. Ouais, arrêtez, les gens vont croire que... Et que je ne paye pas mon loyer. Et il manque quand même des docks. Hein. T'as pas acheté encore de dock Lightning? Qu'est-ce que tu fais là? Mais il n'y a pas de dock Lightning. Si, les JBL, ça y est, ils sont dispo. Ah oui, non. Bah non, non, mais lui, il veut acheter que du Apple. Non, mais arrêtez. En plus, c'est vraiment... Il y en a un qui fait réveil. C'est parfait pour ton iPhone. Je n'aurais absolument pas pris l'iPad 4 mais là j'avais une opportunité pour le changer. Explique parce que là non, il peut pas. C'est une histoire de mafia, il risquerait de mourir. Non, c'est une histoire de Noël. Je dois vous en dire plus. Ah, tu l'as commandé au Père Noël et il est passé en avance. Voilà. Donc s'il est petit enfant, en fait, tu offres ton iPad 3 à quelqu'un d'autre pour Noël et tu t'es débarrassé du vieux et c'est quelqu'un qui connaît pas trop, donc tu vas lui dire que c'est un iPad 4. C'est ça? Voilà. Et de mon statut professionnel, puisque je suis travailleur indépendant, il faut aussi faire des amortissements sur du matériel. Voilà. Je vais peut-être pas vous expliquer toutes les règles comptables, quoi. Bon. Okay. Donc tu fais de la magouille, effectivement. Il amortit. Voilà. Et honnêtement, je pense que vous allez bien vous foutre de ma gueule parce que, à mon avis, dans 6 mois, ou peut-être pas 6 mois, mais bientôt, il y aura le vrai nouveau iPad qui va sortir et je vais être dégoûté d'avoir le 4. Mais bon, pour l'instant, je suis content. Ouais, mais nous, on l'achètera, le vrai nouveau. Oui, bah tu l'achèteras aussi. Tu vas amortir. Non, là, ça sera pas. Là, j'ai dépensé tout l'argent. Là, il y a. Moi, je pense que je vais sauter le prochain iPad et que je vais attendre un iPad mini Retina. Ah, moi je l'ai sauté. Moi je l'ai sauté et j'ai une Surface. Ouais, par exemple. Non, moi en fait ce que j'attends le plus c'est la Surface Pro, hein, pour être honnête. Hein. Et mon iPad Pro, elle sort dans 1 mois et demi. Si tu te rachètes une Surface Pro, c'est tes histoires de gens. Ouais, c'est là, je vais être clair. Un amortissement. On va commencer à chercher l'iPad 4. Je vais tester une Surface Pro et je vais revendre mon iPad 4. Magouillard. Je garderai pas les deux quand même. Tiens, et d'ailleurs, entre parenthèses, Corben qui était chez moi cet après-midi, avant d'aller faire son saut parce que ça se passe à Bordeaux, là, son truc stratosphérique, en fait, il a testé Surface. Et il a été super surpris et il adore le touch cover, mais il vous en parlera mieux que moi. Et il est vraiment agréablement surpris par Surface. Il m'a dit oh là, mais ça coûte combien, on l'achète où? Tu vois, limite, il me la prenait en partant, quoi. Ouais, donc, d'ailleurs, vérifie. Non, elle est là à côté. Ne t'inquiète pas, elle est là. Bon, écoutez, c'est sur ces bons mots que nous terminons notre partie test. Et donc, si vous n'écoutez l'émission que pour avoir des tests d'app, vous pouvez vous éclipser. Et nous, on continue avec 3 petites news rapides. La première desquelles est, alors j'ai mis quoi comme titre? Le paradoxe du bilan d'utilisation mobile après Thanksgiving. Alors, comme vous le savez, aux États-Unis, à la fin novembre, il y a Thanksgiving qui est non seulement une fête familiale très importante, génocide des dindons, mais en plus l'occasion pour de nombreux revendeurs de faire des promotions et c'est un petit peu la folie de l'achat et de la comment ça s'appelle de la solde, voilà, des soldes.
Et tous les ans, traditionnellement, les gens étudient les habitudes d'achat des consommateurs dans chez les revendeurs physiques, bien sûr, mais aussi chez les revendeurs électroniques. Et c'est l'occasion de faire une petite analyse pour savoir comment les gens achètent, avec quoi ils achètent, quel matériel ils utilisent, etc. Et ce qui était intéressant de constater cette année, c'est que Android continue à augmenter, ça on le sait par ailleurs. Hein, tu veux que je montre d'abord l'année 2010 peut-être dans les... Oui, alors juste avant, l'année... Oui, non, mais t'as raison, effectivement. Mais juste avant, Android continue à gagner des parts de marché, c'est indéniable. Mais par contre... iOS, et là tu peux montrer la slide de 2010, je vais avoir mon petit clicker. Donc on voit qu'en 2010, iOS représentait 73% des plateformes qu'utilisaient les acheteurs pour faire des achats sur Internet, et Android 27%. En 2011, c'était 71-29, donc 71 pour iOS, donc une petite chute. Et aujourd'hui, en 2012, on est à 77% d'iOS, avec 21% pour Android et un petit peu pour les Kindle et les Nook. Et ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, iOS continue a grossi cette année en tout cas, malgré la prédominance d'Android, en tout cas sur le marché des smartphones. Et donc, il y a énormément de commentaires qu'on peut faire là-dessus. C'est pas une question oui, américain, bien sûr. Mais c'est pas une question de fanboyisme du tout, hein, mais je pense vraiment que l'explication, à mon sens, c'est que y a beaucoup d'Android partout, mais beaucoup de gens qui se moquent un petit peu de l'utilisation smart du smartphone ou même de la tablette, qui sont un petit peu moins faciles à utiliser, et que les gens qui utilisent des appareils iOS ont manifestement plus de facilité et plus de propension à les utiliser dans ce cas-là. Ouais. Moi, c'est l'explication que ils ont plus de sous aussi. Ouais, alors il y a peut-être aussi. Je pense qu'il y a aussi. Non, parce que ça couvre vraiment toute la société. Hein, oui, mais alors toute la société, ceux qui possèdent des smartphones quand même. Et c'est pas des appareils. Parmi les smartphoneurs, c'est pas que il y a. Non, mais déjà le fait d'avoir un smartphone, c'est déjà une catégorie qui est assez ciblée. Les forfaits sont assez chers. Enfin, tu vois, il y a. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que les smartphones Android aujourd'hui sont suffisamment bon marché pour être achetés comme ça parce que tu veux un téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont peut-être pas le forfait data pour aller surfer, tu vois, c'est plus ça en fait. Alors que l'iPhone, t'as forcément un plan qui est oui, mais enfin là ils font leurs achats depuis la maison Wi-Fi, quoi. Oui, d'accord, mais là je suis assez d'accord avec toi, sauf sur un truc, c'est que et qui va plutôt dans le sens de l'iPhone et tout ça. Hein. Mais tu dis c'est peut-être plus facile de l'utiliser sur l'iPhone et tout ça. Là ils font des achats en ligne, donc via le navigateur. Ouais. Le navigateur sur Android et sur iOS, enfin, ils sont super proches en termes d'ergonomie. C'est pas non plus. Oui. Donc du coup, ça s'ajoute pas sur la simplicité de. Enfin, je vois pas ce que vient faire la simplicité de l'OS dans l'explication que tu donnes. C'est pas la simplicité de l'OS en général, c'est le fait que tu sais, il y a je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais cette idée qu'il y a des gens qui achètent du matériel Android et puis qui l'utilisent plus vraiment ensuite. Parce le taux d'utilisation des appareils iOS, pour une question d'ergonomie générale, est plus élevé que le taux d'utilisation des appareils Android. Et bon, c'est peut-être pas le cas, mais moi je pense que ça expliquerait cette tendance. Je pense, et on le sait sur Android depuis un bon bout de temps, même si les choses, je pense, changent et vont changer énormément cette année notamment, mais on sait qu'il y a aussi toute une catégorie de gens qui achètent Android, qui derrière n'achètent pas des applications, qui l'utilisent comme un téléphone avec quelques fonctions smart, mais qui l'utilisent pas autant que des personnes qui auront un device sur iOS. C'est vrai qu'iOS, bon, on n'aime pas, c'est absolument pas le débat. Mais quand on en a un, on a tendance à l'utiliser beaucoup. Moi, je le vois avec mes parents, qui sont vraiment hors cible, on va dire, geek hyper connectés, qui, avec un Android, feraient plein de choses, ou un iOS. Mes parents ont complètement shifté certaines de leurs utilisations de leur ordinateur sur leur iPhone. Et ils ne parlent pas d'un iPad. La consultation de la banque, faire
certains achats, etc. Ils ont vraiment fait migrer tout un tas d'usages sur leur iPhone. Après, pour moi, c'est pas une question d'être plus ou moins bien. C'est juste que c'est... Vu le prix, t'as intérêt à l'utiliser, quoi. Voilà, tu l'amortis. Non, mais je crois qu'il y a vraiment une question d'ergonomie que nous... qui nous intéresse pas tellement parce que de toute façon que ce soit un Android ou un iPad ou un iPhone, c'est tellement simple à utiliser pour nous qui nous y connaissons en informatique que voilà quoi, un Android, il y a rien de compliqué. Et les Windows Phone aussi, faut pas les oublier, hein. Oui, et Windows Phone, bien sûr, aussi. Mais pour le grand public, je pense que ce petit facteur d'ergonomie supplémentaire et de simplicité qui reste présent sur iOS explique cette utilisation plus grande des appareils. Là. Ouais, enfin bon, bref, c'était pas pour relancer le débat complet. Tu vois, pour avoir fait des achats, moi, sur tablette, je trouve que même tu vois sur la Nexus 7 et tout ça, sur Amazon et tout, je trouve qu'il y a beaucoup moins de soucis d'aller jusqu'au bout de la démarche d'achat sur Android par exemple que sur iOS. Ça m'est déjà arrivé certains sites où j'ai le truc de paiement qui apparaît pas, quoi. Juste parce que c'est le navigateur qui fait que ça n'apparaît pas. Un bouton ou une fenêtre dans laquelle je peux pas scroller. Bah oui, mais enfin, c'est du HTML5 classique si ça marche sur Android ou sur iPhone. C'est pas du HTML5, hein, les plateformes de paiement, pas forforcément. Et du coup, Safari peut avoir des bugs. Ouais. J'avais les champs, par exemple, de saisie de carte bleue qui n'apparaissaient pas sur le. Oui, j'avais le carré. Oui, mais du coup, je peux pas le saisir. Ça m'est arrivé, mais Cédric, sur des achats un peu pointus. Hein, s'il y a des bugs, j'imagine qu'il y a des bugs sur les deux. Eh ben non, parce que j'ai réussi à commander sur la Nexus 7 dans Chrome. Oui, non, mais je veux dire, t'es tombé sur un site qui buguait sur Safari et qui buguait pas sur. Mais je fais pas une généralité, hein. Attention, j'explique juste que voilà, il y a. Moi, ça. Alors, pour aller dans ton sens, moi, ça le fait avec le site de ma banque. Ouais. Mais d'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas fait exprès avec moi. Mais le site de ma banque ne marche pas sous Safari. Il bug. Cette explication me paraît un peu étrange pour le moins, hein, mais bon. Non. Enfin bref, c'était juste pour dire que visiblement les appareils iOS étaient plus utilisés dans les achats de Thanksgiving aux États-Unis, et c'était à mettre en parallèle de l'augmentation des parts de marché d'Android, et je trouvais la comparaison intéressante. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a une ergonomie qui est plus grande pour le grand public. Bon, ensuite, c'est peut-être pas l'explication. Windows Phone 7.8. Attends, juste, on revient juste à un dernier truc. Peut-être que c'est parce qu'aussi dans les devices iOS, la proportion d'iPad, donc tu peux facilement naviguer sur Internet, parce qu'ils font pas la distinction entre iPad et iPhone. Si, il y a dans le graphique, en fait, tu vois dans les derniers, les iPhones représentent 2/3 des utilisations téléphone, et l'iPad représente bien sûr, beaucoup plus, il représente, je sais pas, à vue de nez 80%, 90% des utilisations tablettes. Et sur Android, il y a beaucoup moins de tablettes, je pense aussi, tu vois. Oui, bien sûr, mais même si tu prends uniquement les téléphones, on voit que l'iPhone représente 2/3, un petit peu plus. Oui, mais est-ce que ça a progressé ou pas? Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est cette partie iPhone qui est intéressante. Il faut comparer. Ça a pas énormément progressé par rapport à 2010 et 2011, mais par contre, la part de marché d'Android, elle, a énormément progressé. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne retrouve pas cette évolution de la part de marché d'Android dans l'utilisation pour ce cas précis. Oui, parce que je pense que la progression d'Android, elle s'est faite sur les mobiles et pas sur les tablettes, alors que chez iOS, la tablette représente un gros morceau. Et faire tes achats... Tu comprends pas ce que je veux dire. Sur les téléphones, la part de marché d'Android a augmenté, mais le niveau d'utilisation pour cette utilisation n'a pas augmenté. Oui, oui, mais pour moi, ça me semble au contraire, elle a été réduite. Moi, ça me semble plus logique de faire tes achats sur une tablette que sur un téléphone. Donc, du coup, je peux comprendre que iOS, dans sa globalité, ait progressé. Je crois qu'on ne tombera pas d'accord. Je crois qu'on va sortir le fouet, là, le fameux fouet ça devient un débat interne. Windows Phone 7.8. Oui. Ah, ça, c'est à Cédric. C'est pas moi. Je te refile le bébé. C'est moi qui ai donné. Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai rien écrit. Donc, tu vois, je découvre qu'on fait une news sur Windows Phone. Je peux le faire. Moi, ça m'intrigue aussi parce qu'il y a plein de rumeurs autour de 7.8 que ça serait pas le dernier non plus. Oui. Bon. Mais après, je veux dire, on verra ce que ça va contenir. Pour le moment, c'est que de la rumeur et j'aime pas commenter les rumeurs. D'accord. Alors, je vais le faire. Non, mais.
il y a une rumeur qui dit que Windows Phone 7.8 pourrait arriver très très vite après un silence un petit peu interminable de Microsoft à ce sujet et un petit peu gênant. Beaucoup de gens commençaient à faire des commentaires désobligeants. Et donc, il semblerait, chers possesseurs de téléphone Windows Phone 7, vous aurez peut-être bientôt votre mise à jour. Tellement bientôt qu'une rumeur parlerait d'une disponibilité cette semaine. Non. Donc, bon, c'est vraiment une rumeur à prendre avec des pincettes. Ouais, j'y crois pas trop. Mais le fait est que voilà, Windows Phone 7.8, on sait même pas ce qu'il va contenir exactement. Il y a eu des fuites de présentation, de machin, de trucs. On sait jamais si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il y a des roadmaps qui sont publiés. Il y a des roadmaps qui sont publiés, faites par des commerciaux qui font des formations à des forces de vente. Donc autant te dire que pareil, le mec, il a cru entendre que... Et au final, ça devient... oui, il y aura un Windows Phone 7.9, voire peut-être un 7.9.5, et il va encore le supporter pendant 2 ans. J'ai un vieux doute, quoi. Donc, à voir. En attendant, il communique pas dessus, donc bon. Ce qui est sûr, c'est que Microsoft a dit on espère avoir des informations à vous très donner bientôt. Rapidement. Mais ça, c'est la réponse qu'ils donnent systématiquement. Donc, dernière news sur les Nexus 4. Oh, c'est juste une petite news, surtout pour notre ami Will, qui attend son Nexus 4, comme d'autres attendent la pluie. Le Nexus 4, les expéditions pourraient éventuellement... Non, mais le correcteur, je vous lis quand même ce qui est écrit. Nexus 4, les expéditions reprendront. Donc les expéditions devraient reprendre et c'est vrai que le Nexus 4 a eu quand même un énorme succès, ça c'est indéniable. On n'a pas encore les chiffres vraiment des ventes, mais on en a suffisamment parlé, donc écoutez les autres uploads. Mais là, a priori, ça devrait reprendre et ils ont limité le nombre, comme Apple avait fait à l'époque de l'iPhone. Vous ne pourrez pas en acheter plus de 2, les Nexus 4. Ouais. Donc le cajot de Nexus 4... Oui, mais ça, c'est pour éviter le black market. Hein. Enfin, ou plutôt le marché gris. Il y en a un énorme, quoi, black market. Enfin, c'est un marché gris, même, on dit. Il n'est pas noir, il est gris. Le gray market. Donc, on est... si vous avez commandé un Nexus... En même temps, les gens qui l'ont commandé, je pense qu'ils regardent le site de Google, ils rafraîchissent toutes les... Non, mais il y a une application, tiens, pour ceux qui ont un téléphone Android, il y a une application que vous pouvez télécharger. Pour voir les dispos, Et en fait, vous avez dans la barre de notification les dispos. Et du coup, dès qu'il y a des dispos sur Nexus 7 ou sur Nexus 4 ou Nexus 10... Vous avez une notif, votre téléphone vibre et tout, il vous dit « Ah, vas-y !» Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez direct sur le site, sur le Play Store pour le commander, quoi. Ouais. Et elle s'appelle comment cette app Je sais plus, je crois qu'elle s'appelle Google Play Notificator ou un truc comme ça. Il faudrait chercher. Mais tu sais, ils les auront peut-être en même temps que ceux qui ont commandé des iPhone 5 chez Free. Mais c'est pas bien de dire. Toi, tu vas avoir un procès. Parce que Free fait des procès si tu dénies. Je sais. De toute façon, ils peuvent y aller, il n'y a plus rien sur mon compte. Ouais, tu iras en prison. Oui, écoute, et tu seras pas free si t'es en prison. Pas free. No free, not free. Voilà. Tu seras very pas free. Merci. Avant de conclure, Patrick, j'aurais 2 petites infos à donner vachement importantes. Je peux ? Bon. Attends, je vais me consulter moi-même. Ok, tu peux. De façon unanime, moi-même, j'ai décidé que tu avais le droit. Non, mais... Comme en fait, Upload est à peu près la seule émission où je participe régulièrement, c'est ma tribune pour donner des infos sur No Watch, mais je les relayerai sur d'autres canaux. Une chose, parce qu'on on va faire, a priori, je mets ça au conditionnel, une rumeur court que lundi, ce lundi qui arrive, donc le 3, on va faire un No Watch Insider. Le No Watch Insider, c'est vous poser des questions sur No Watch et nous, on vous y répond. On ferait ce No Watch Insider chez Will, en fait, après Will & Co. Donc dans le studio de Will. Donc vous pouvez poser vos questions en écrivant soit à mail@nowatch.net en mettant en intitulé NWI3 puisque c'est le No Watch Insider numéro 3. Vous pouvez poser la question sous Twitter avec ce hashtag là NWI3. Et sinon, vous pourrez poser des questions en live le lundi soir si vous êtes pendant le live et on répondra à toutes les questions. Ouais, et c'est le 3e et les gens ont encore des questions. Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Puis il y a peut-être des nouveaux gens qui nous découvrent aussi. Allez regarder le No Watch Insider 1 ou 2 pour voir si on n'a pas déjà répondu à votre question. Puis on donnera des trucs et astuces. Patrick vous expliquera des choses sur comment on fait du podcast. Ah ouais, pas de problème. Ouais, Will, il va avoir vachement de monde dans son public du coup. Hein.
Ah, on va faire un public d'enfer dans l'émission de Will. On va lui pourrir l'émission, oui. Tout à fait. Et la deuxième chose, c'est à propos de Noël. Parce que Noël arrive et il va se passer bientôt des choses sur la boutique Snowwatch. Ah non. Alors, en fait, j'aimerais juste que les gens retiennent leur carte bleue, tel un cheval au galop, puisque vous allez voir normalement cette semaine, les stocks de t-shirts vont remonter. Il y a certains t-shirts qui étaient en rupture de stock qui vont remonter. La petite hulquette blanche pour décorer les smartphones va revenir, mais je vous conseille quand même d'attendre un tout petit peu. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver et comme ça, vous pourrez tout acheter en même temps et avoir des livraisons gratuites. Parce qu'il y aura des livraisons gratuites. Donc, en fait, on n'a pas encore fixé le montant, mais à partir d'un certain montant d'achat. Moi, je fixe un montant. Contre 1000 €, je vous dis ce que c'est. Voilà. Mais en fait, c'est très très fort No Watch. C'est la seule société au monde qui dit à ses fans de ne pas acheter de merchandising. On a tout compris au commerce. Moi, j'ai envie que les gens profitent de la livraison gratuite. Non, mais t'as raison. Et voilà. Donc, on a tellement d'argent que du coup, ils peuvent leur offrir la livraison. Non, mais on fait pas. Si on faisait ça pour l'argent, faudrait qu'on change. Hein. Bon, donc bref, attendez un petit peu avant de dépenser tous vos sous dans le fan shop No Watch parce qu'il y a des trucs sympathiques qui arrivent. Oui, tout à fait. Et on va donc conclure cette émission en vous disant que vous pouvez retrouver tous les liens vers nos réseaux sociaux et nos autres émissions dans les notes de l'émission sur nowatch.net. Vous pourrez y découvrir aussi d'autres podcasts fantastiques et merveilleux qui seront certains de démoustiller vos neurones. Tu vois, là, la formule fonctionne. Et vous pouvez aussi, bien sûr, laisser des commentaires sur cette émission spécifique ou d'autres sur le blog de l'émission et de No Watch en général sur nowatch.net. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle émission. Ciao à tous. Salut tout le monde. Ciao.